Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Merci de choisir Top Congo FM, les titres de cette grande édition d'information. Top Congo FM. Examen de la loi électorale à l'Assemblée nationale, la plénière annoncée pour ce mercredi est reportée à une date ultérieure. Quelques heures avant cette annonce, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a rencontré 3 diplomates. Il s'agit des ambassadeurs des États-Unis, de la France et de la Belgique qui ont été reçus pour des consultations à l'initiative du président de l'Assemblée nationale qui s'est entretenu également avec les délégués des 2 confessions religieuses, l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo. Top Congo FM. Préparatifs des élections de 2023, la Commission électorale nationale indépendante CENI est face aux acteurs de la société civile, la CENCO, le CC et le Sénat. C'est pour fournir des explications sur les contraintes relevées lors de la présentation de sa feuille de route en février dernier et assurer aux parties prenantes la tenue des bonnes élections dans le délai, une activité organisée par la Commission Justice et Paix de la CENCO et de l'Église du Christ au Congo. Top Congo FM. Évasion des détenus de la prison centrale de Manono dans la province du Tanganyika. Des enquêtes sont lancées pour retrouver les 68 fuyards. Il y a des grands criminels parmi les évadés selon l'administrateur du territoire. Pour Pierre Moukamba, ces fugitifs doivent être arrêtés et retournés en prison pour éviter le retour de l'insécurité dans la région. Top Congo FM. Calme précaire au village Mirende situé à 40 km à l'est de la ville de Béni dans le secteur de Rwenzori. 5 véhicules marchandises ont été pillés puis incendiés par des présumés rebelles EDF et alliés. C'était mardi soir. C'est sur la route nationale numéro 4, tronçon Béni et Kassindi. Les passagers auraient été déportés en brousse. Les rebelles auraient établi leur bastion dans la vallée de la rivière Semouliki selon la société civile et l'autorité locale indique que les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que les éléments de l'armée ougandaise sont à la poursuite de ces rebelles. Voilà tout pour les titres. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Mami Tchela. Excellente condition d'écoute à vous tous. Examen de la loi électorale à l'Assemblée nationale. La plénière annoncée pour ce mercredi est reportée à une date ultérieure sans avancer des raisons. Qu'est-ce qui peut expliquer ce nouveau report du débat sur la loi électorale à la Chambre basse du Parlement? Des explications avec notre reporter qui se trouve au Palais du Peuple, Osé Manzanza. C'est un nouveau report qui vient confirmer les difficultés pour un consensus de la classe politique. Il y a une semaine, les présidents de l'Assemblée nationale avaient appelé les députés FCC à déposer au bureau leur cahier des charges en rapport avec les réformes de la loi électorale. Une semaine après, la famille politique de Joseph Kabila est catégorique. Elle refuse de participer à la plénière dénonçant le manque de consensus préalable sur cette question. Et bien avant la convocation de la plénière reportée, on a observé un véritable ballet diplomatique à l'Assemblée nationale. Les ambassadeurs des États-Unis, de la France et de la Belgique qui étaient reçus ont insisté sur la participation de tous les élus lors du débat en vue de donner à la RDC une loi électorale qui va mener vers les élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives dans les délais constitutionnels. Et côté Lamouka, on souhaite plutôt un dialogue extra-parlementaire en vue d'un consensus plus large sur la réforme de la loi électorale. Selon l'actuel coordonnateur de cette plateforme, Adolphe Mouzito. Proposition qui rejette les groupes de G13 qui étaient reçus hier mardi dans la soirée par les présidents de l'Assemblée nationale. Pour les groupes de 13 personnalités auteurs du texte sous examen, leur proposition de loi est le produit d'un large consensus entre acteurs et ne peut être débattue qu'à l'Assemblée nationale. Mais pour certains députés d'Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi et du MLC de Jean-Pierre Bemba, les différents groupes parlementaires doivent, avant les débats en plénière, lever les options majeures de la réforme électorale. Palais du Peuple dans la commune de Lingwala, Osé Manzanza pour Top Congo FM. Il faut rappeler que la révision de la loi électorale est attendue depuis plus d'une année. Parmi les réformes souhaitées, il y a le retour à la présidentielle à 2 tours, la suppression du seuil électoral et la baisse de la caution électorale. Et quelques heures avant l'annonce du report de la plénière, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a rencontré 3 diplomates. Il s'agit des ambassadeurs des États-Unis, de la France, de la Belgique qui ont été reçus pour des consultations à l'initiative du président de la Chambre basse du Parlement. Christophe Mbosso a également eu des entretiens avec les délégués des 2 confessions religieuses, à savoir l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, la CENCO et l'ECC,
qui s'active pour qu'il y ait consensus autour de la loi électorale après avoir rencontré les acteurs majeurs et parties prenantes au processus électoral. Monseigneur Donatien Cholet de la Cinco et le pasteur Éric Senga de l'Église du Christ au Congo ont à nouveau rencontré le président de l'Assemblée nationale à qui ils ont rendu compte de leur mission. À l'issue de cette entrevue, Monseigneur Donatien Cholet a fait le point de leur discussion avec Christophe Mbosso en ces termes. Compte tenu du climat de méfiance qui existe à partir de ce qu'on a connu dans le passé par rapport au processus électoral, les CC et la CENCO qui sont convaincus qu'il faut un minimum de consensus pour des élections inclusives, crédibles et apaisées, a fait le tour en commençant par l'Assemblée nationale et on a bouclé les tours. Maintenant, on est revenu pour échanger avec le président de l'Assemblée là-dessus. Nous avons été édifiés de l'ouverture qu'il donne par rapport à la loi électorale. Et je pense que par rapport à cela, s'il y a des cahiers de charges, s'il y a des gens qui pensent qu'on peut se retrouver dans un contexte pour chercher un contexte dans ce cadre-là, c'est faisable. Mais il dit que ce n'est pas de sa compétence de sortir de ce cadre de la loi par rapport à d'autres revendications. Nous continuons à réfléchir et nous ne sommes que des mandatés. Nous allons réfléchir et puis on verra la suite. Le consensus, ce n'est pas à nous de l'obtenir, c'est à la classe politique de l'obtenir. Nous, comme Église, nous créons les conditions de faisabilité de ce consensus. Monseigneur Donatien Cholet, il est de la Conférence épiscopale nationale du Congo. On parle encore de la réforme de la loi électorale. Les députés nationaux vont bientôt examiner et éventuellement voter la proposition de la loi Lokondo. Pendant ce temps, la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées AETA salue les innovations qu'apporte cette proposition de loi, notamment sur la suppression du seuil et la considération de la représentativité des femmes et des personnes en situation de handicap. Cette structure de la société civile appelle les députés à légiférer sur l'usage de la machine à voter. Elle émet également quelques propositions, notamment le recyclage obligatoire des juges des contentieux électoraux. L'AETA à la tenue des élections dans les délais. L'AETA tient à la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Suivez plutôt Jérôme Bonso, secrétaire permanent de l'AETA, au micro de Dieu merci Lusakumunu. S'agissant de la prise en compte de la femme et des personnes vivant avec handicap, AETA constate l'absence de contraintes pour obliger les partis et regroupements politiques à aligner ces catégories de personnes de peur de voir leur liste être invalidée. Concernant le seuil de représentativité, AETA souscrit à l'option de la suppression du seuil de représentativité afin de donner la chance égale à tous les compétiteurs électoraux. S'agissant de l'usage de la technologie électorale, AETA suggère de lever l'option légale sur l'usage de la machine à voter. AETA a introduit les 3 innovations suivantes. Obligation à tout juge des institutions judiciaires appelées à gérer les contentieux électoraux de se faire impérativement recycler en droit électoral. Obligation de sanctionner les juges électoraux qui rendraient les arrêts des contentieux électoraux hors délai légal et de déclarer la caducité des 10 arrêts. Interdiction de remettre le procès-verbaux des résultats électoraux aux observateurs électoraux pour défaut de qualité d'être partie au procès des contentieux électoraux. Jérôme Bonso, secrétaire permanent de l'AETA, sur des propos recueillis par Dieu merci Lusakumunu. Organisation des élections de 2023, la Commission électorale nationale indépendante CENI est face aux acteurs de la société civile, la CENCO, l'ECC ainsi que le Sénat. C'est pour fournir des explications sur les contraintes relevées lors de la présentation de sa feuille de route en février dernier et assurer aux parties prenantes la tenue des bonnes élections dans le délai constitutionnel. Pour le président de la Chambre haute du Parlement, s'il y aura un retard dans l'organisation des élections, le Sénat ne sera pas du tout responsable. Bati Lukwebo précise qu'en ce qui concerne les réformes de la loi électorale, le Sénat va traiter en toute responsabilité ce texte pour préserver
la stabilité des institutions. Le président du Sénat, Modeste Ba Tiloukwebo, est ici au micro de Myriam Bokecho. Il a demandé que nous, parlementaires, nous puissions donner des assurances quant au rôle que nous devons jouer pour ne pas retarder le processus électoral. Je voudrais vous dire sincèrement que le Sénat, qui est la deuxième chambre et donc qui est concerné par les réformes qui vont être engagées, jouera sa partition. Et nous allons faire de notre mieux pour que lorsque les matières nous arrivent de la chambre sœur, nous puissions les traiter rapidement, mais en toute responsabilité aussi. Parce que le Sénat, dans son rôle de seconde lecture, doit veiller sur la stabilité des institutions, sur la paix et les équilibres fondamentaux. Vous vous rappellerez de ce qui s'était passé en 2015. Le Sénat avait eu un rôle important à jouer. Et nous attendons de jouer encore une fois de plus. Ceci pour dire que nous saluons l'action et l'activité intense qu'engage la CENI en ce moment. Elle est en tout cas à pied d'œuvre pour qu'elle puisse s'acquitter valablement et correctement de sa mission. Le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Ba Tiloukwebo, des propos recueillis par Myriam Bokecho. Notez que cette activité qui se tient en ce moment est organisée par la Commission Justice et Paix de la Cinco et de l'Église du Christ au Congo sous le thème Déjeuner d'affaires sur l'état des lieux du processus électoral en République démocratique du Congo. Parlons de l'élection des gouverneurs dans 14 provinces. Au Sankourou, la candidate gouverneure Bernadette Akokachungu affûte ses armes pour remporter le scrutin. Dans une interview exclusive accordée à votre radio, la candidate de l'Union sacrée a fait savoir que l'insécurité et les désenclavements qui ont fait reculer le Sankourou seront son cheval de bataille. Le point avec Rémi Moulingati. Cadre de l'UNC, Bernadette Akokachungu est candidate gouverneure de l'Union sacrée de la nation au Sankourou. L'état de cette province aujourd'hui, ça ne pouvait que m'interpeller à venir participer à la construction de cette jeune province. Les problèmes de sécurité et les désenclavements de cette province sont parmi les actions prioritaires qu'elle compte exécuter une fois élue à la tête de l'exécutif provincial. Bernadette Akokachungu. Si je suis élu gouverneur, la première des choses que je ferai, c'est organiser un forum de la paix et de la réconciliation. Nous devons nous réconcilier pour pouvoir résoudre le problème de l'insécurité. Et cela est possible parce que nous sommes tous des Sankourois et nous aimons cette terre. Le problème des désenclavements, je pense que le plus immédiat seront les voies aériennes, donc nos aéroports, qui sont dans un état de délabrement avancé, et en court moyen terme, ça sera les routes. Je vais aussi envoyer à tous les Sankourois les ondes positives. Sachez que la violence et les problèmes des Sankourois ne peuvent être résolus que par les Sankourois. Pour atteindre ses ambitions politiques, cette candidate entend également mettre en place un gouvernement de large consensus possible pour le décollage de sa juridiction. Pétition contre le président de l'Assemblée nationale. Le regroupement politique Le Centre, dirigé par Germain Kambinga, est opposé à la déstabilisation des institutions. Selon son porte-parole, Dr Rodrigue Mwamba, la majorité au pouvoir est incohérente. Pour lui, c'est la énième pétition contre un membre du bureau de la Chambre basse du Parlement. Il reste convaincu que l'Union sacrée est une majorité qui n'aide pas le chef de l'État à réaliser son programme, raison pour laquelle le Centre demande au président de la République de dissoudre carrément l'Assemblée nationale si Christophe Mbosso était destitué pour permettre au peuple de lui donner sa vraie majorité. Dr Rodrigue Mwamba, porte-parole du regroupement Le Centre, est au micro de Barik Bema. On a l'impression que la majorité qui est censée gouverner le pays et le mener vers le chemin du développement est totalement incohérente. C'est la énième pétition contre un membre du bureau de l'Assemblée nationale en 3 ou 4 ans. Ça ne s'est jamais fait comme cela. Nous ne pouvons pas, en ce moment ici où les Congolais attendent que leur quotidien
puissent être prises en compte par ceux qui nous dirigent, nous permettre d'entrer dans un autre cycle de déstabilisation institutionnelle. C'est pourquoi ce que nous demandons au président de la République, c'est qu'il assume le fait de dissoudre cette Assemblée nationale si jamais l'actuel bureau ou le président de l'actuel bureau de l'Assemblée nationale était tombé face à cette pétition. Parce que nous avons l'impression que la majorité de l'Union sacrée n'est pas cohérente, ce n'est pas une véritable majorité. Le chef de l'État doit prendre son courage en deux mains, qu'il dissolve l'Assemblée nationale pour qu'il puisse remettre les Congolais aux urnes et que les Congolais choisissent de lui donner une nouvelle majorité, laquelle majorité sera plus cohérente et donc plus à même de l'aider à gouverner correctement le pays. Concrètement, le centre est donc opposé à la pétition contre Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Le centre n'est pas opposé à une pétition contre Christophe Mbosso. Le centre est opposé à une déstabilisation institutionnelle en un moment aussi crucial de la législature. Docteur Rodrigue Mwamba, porte-parole du regroupement politique Le Centre de Germain Kambinga, il était au micro de Barik Bouema. Convocation d'une table ronde à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en vue de la décrispation du climat de cohabitation entre communautés. La société civile du Katanga démembrée donne de la voix. À l'issue d'une réunion d'urgence tenue à Kinshasa, la capitale, les délégués des sociétés civiles du Lualaba, au Katanga, Olomami et Tanganyika, qui saluent l'initiative du président de la République et celle de Monseigneur Fulgence Muteba, plaident pour le report de cette table ronde afin de permettre à toutes les parties prenantes de bien se préparer. Selon leur porte-parole, certains préalables, notamment la publication des termes de référence et l'élaboration des cahiers de charges, s'imposent avant la tenue de ces assises. Suivez plutôt l'extrait de leur déclaration lue par Maître Shadrach Moukad, extrait choisi par Timothée Prince-Odia. Nous soutenons l'initiative lancée par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, à réunir les filles et fils du Katanga pour une sincère réconciliation. Cela montre la matérialisation du savoir-vivre ensemble pour mettre en confiance tout Congolais qui vit sur le sol katangais. La société civile du Katanga salue vivement, à sa juste valeur, l'implication personnelle de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers son initiative de l'organisation d'une table ronde en vue de la décrispation du climat malsain de cohabitation entre communautés vivant au Katanga. La société civile estime que certains préalables s'imposent, tels que la publication des termes de référence et l'élaboration des cahiers de charges par les communautés concernées. Tout ceci en vue d'atteindre des résultats durables. De tout ce qui précède, recommandons ce qui suit. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, de repousser la tenue de la table ronde à un délai réaliste pour permettre à toutes les parties prenantes de se préparer. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Évasion des détenus de la prison centrale de Manono dans la province du Tanganyika. Des enquêtes sont lancées pour retrouver les 68 fouillards. Il y a des grands criminels parmi les évadés. Selon l'administrateur du territoire, pour Pierre Mukamba, ces fugitifs doivent être arrêtés et retournés en prison afin d'éviter le retour de l'insécurité dans la région. Pierre Mukamba a été joint par Fabien Kambizi. On a lancé la recherche partout là-bas, on a lancé. J'ai eu le rapport de chef du parquet qui m'a parlé, m'a informé de la fuite, donc les évadés, à peu près 68 personnes évadées, plus des policiers, des gardes, sauf un militaire qui a peut-être intervenu. Finalement, nous avons lancé partout la recherche, comment, si on peut retrouver ces gens, c'est vraiment une catastrophe, ce n'est pas à souhaiter. Je me demande pourquoi il y a des gardes, il y a des policiers, des militaires. Les gens se sont permis de évasion va créer l'insécurité dans le territoire de Manono. C'est pourquoi on a interpellé le directeur de prison. Nous avons alerté tous les services de sécurité, même ceux de cette partie par là, qu'on puisse réaliser ces gens. C'est pour qualifier les militaires aussi qui ont commis un peu de délit dans leur exercice de fonction, qui sont arrêtés, qui ont fui. Il y a les autres qui étaient prévenus pendant 3 ans, une année sans être jugés. Pierre Mukamba, il est l'administrateur du territoire de Manono. Il a été joint par Fabien Kambizi, permanent de Top Congo dans la province du Tanganyika.
Et à Beni, on parle d'un calme précaire au village Mirende situé à 40 km à l'est de la ville de Beni, dans le territoire de Rwenzori. 5 véhicules avec marchandises ont été pillés puis incendiés par des présumés EDF et alliés. C'était mardi soir. Nous sommes sur la route nationale numéro 4 dans le tronçon Beni-Kassindi. Les passagers auraient été conduits en bourse et les rebelles auraient, eux, établi leur bastion dans la vallée de la rivière Semouliki, selon ce qu'indique la société civile. Et l'autorité locale, elle, parle des éléments de l'armée congolaise et ceux de l'armée ougandaise qui sont à la poursuite des rebelles. Plus de détails, c'est avec Erickson Louembe depuis Beni. C'est la 9e attaque contre la population civile les mois en cours. Jean-Paul Katembo, chef de la cité de Boulongo, confirme l'incursion des Mirende. Les assaillants ont été chassés et FARDC, l'armée ougandaise. Les passagers à bord, on ne comprend pas encore qu'ils étaient combien et que le président Aseko ne dispose pas encore de l'exactitude des passagers. La voiture, on ne voit pas combien de passagers étaient à bord. Les gros véhicules Actros, là on sait que c'est les chauffeurs. Tous sont déjà retrouvés. Et d'autre part, l'absence des opérations d'offensive favorise le rebelle, selon Magezi Sels, député provincial. L'ennemi, il a emporté plusieurs personnes jusqu'à ce moment, nous ne connaissons pas leur destination. J'ai alerté que l'ennemi s'est installé dans la vallée de la rivière Semouliki, précisément dans le parc de Virunga. Et c'est là où l'ennemi quitte chaque fois pour aller déstabiliser les villages environnants. Tout ça, nous considérons qu'il y a négligence du côté du gouvernement. Nous avons demandé à ce que l'armée puisse déployer le long de la route Kassindi-Beni, mais rien n'est fait. Nous demandons à la mutualisation FARDC-UPDF d'aller à l'offensive dans le parc de Virunga, où l'ennemi a érigé leur bastion. Et d'après la nouvelle société civile du Congo, près de 60 civils ont été massacrés par ces envahisseurs en l'espace de 20 jours dans le territoire de Beni. Erickson Louembe, Beni, du Congo FM. Alerte de la société civile de Kabea-Kamwanga sur le risque d'affrontement entre les populations du Kasaï oriental et Kasaï central et pour cause le lotissement entrepris par le bourgmestre de la commune rurale de Munkamba se trouvant à cheval entre les deux provinces et notamment la guéguerre qui existe depuis plusieurs mois autour d'une partie de la terre appelée Mutubu se trouvant entre les territoires de Kabea-Kamwanga et d'Imbelenge. Du côté du gouvernement provincial, on dit attendre la tenue d'une bipartite pour discuter sur cette question. La société civile locale, elle estime qu'il y a urgence car ça risque de dégénérer comme cela a été le cas il y a quelques jours, un conflit qui avait fait 2 morts, 9 blessés graves et plusieurs maisons incendiées. Le président de la société civile de Kabea-Kamwanga au Kasaï oriental, Théo Kazadi, sur des propos recueillis par Nicolas Kazadi. C'est lorsque le bourgmestre de Lac-Moncam voulait lotir cet endroit-là appelé Mutubu au niveau du territoire de Kabea-Kamwanga, la cité de Lac-Moncamba qui est cité limitrophe du territoire de Djimbelenge. Les gens de Djimbelenge se sont levés et contre ce que le bourgmestre est en train de faire. C'est ce qui risque de créer des conflits entre ces deux communautés. C'est pourquoi nous, en tant que société civile, nous demandons aux autorités nationales et provinciales de toutes les deux provinces et nationales de s'impliquer dans ces dossiers pour que ce conflit cesse et que la paix règne dans notre entité. Nous voulons la paix, nous ne voulons pas que ces deux communautés puissent s'engager dans des conflits inutiles. Théo Kazadi, président de la société civile de Kabea-Kamwanga au Kasaï oriental, des propos recueillis par Nicolas Kazadi. Restons dans cette région pour vous indiquer qu'après des affrontements entre les ressortissants des groupements de Benanchimba et Benamwembia et ceux des Benakapuya, le calme règne sur le territoire de Katanda. L'administrateur de ce territoire assure que la paix est revenue et rappelle les membres de ces communautés à la retenue et à la cohabitation. L'administrateur de Katanda rapporte que c'est après des violents affrontements qui ont opposé les habitants du groupement de Benakapuya à ceux de Benanchimba le jeudi 15 avril 2022, occasionnant des incendies des villages. Une femme blessée à la machette est décédée alors que l'on l'a acheminée à l'hôpital de Bibanga.
Pascal Kazadi ajoute aussi que des tensions avaient encore repris à la suite de la sortie de prison du chef de Benachimba, mais grâce à l'intervention des FARDC, le calme était tout de même revenu dans les 3 contrées. Dans la Tchopo, au moins 5 cas de vol à main armée ont été enregistrés dans la ville de Kisangani et une trentaine d'inciviques arrêtés en l'espace d'une semaine. C'est le bilan qui a été révélé par le commandant de la police urbaine de Kisangani mardi dans un entretien avec la presse dans son bureau de travail. Le colonel Floribert Kingombe appelle la population en général et les conducteurs des taxis-motos en particulier à collaborer avec les forces de sécurité, ceci pour leur permettre de combattre l'insécurité devenue récurrente dans la ville de Kisangani. Explication Godlive Mondo. Le dernier cas en date du banditisme armé est le cambriolage de la résidence d'une vendeuse de bijoux au Mont Kitenge, c'est dans la commune Makiso. Ces malfrats ont tiré sur une fille de 16 ans et ont emporté plusieurs biens de valeur. Au moins une trentaine d'inciviques ont été arrêtés ces derniers jours aux alentours du marché Makolongulu et mis à la disposition du ministère public, déclare le commandant urbain de la police. Parlant des vols à main armée, le colonel Floribert Kingombe révèle que 5 cas ont été enregistrés au centre-ville. Selon lui, cette insécurité serait consécutive à celle qui prévaut à l'est du pays. Nous sommes une ville qui fait frontière avec le Maniema, le Nord Kivu. Nous faisons aussi frontière avec l'Ituri. Et avec tout ce qui se passe actuellement dans l'Ituri, nous ne pouvons que subir des dégâts collatéraux. C'est pour ça que nous sommes en train davantage de doubler de vigilance, surtout au niveau de nos propres frontières. La police et les autres partenaires de la sécurité se disent engagés pour rétablir la sécurité dans la région, a déclaré le commandant urbain de la police. Nous sommes en étroite collaboration avec nos partenaires sécuritaires, au niveau de l'armée, au niveau de nos agences de renseignement ou la DGM pour pouvoir rapidement rechercher et mettre la main et neutraliser ces malfrats qui sèment la désolation dans notre ville. Tout en sollicitant davantage de moyens auprès des autorités provinciales pour intensifier les patrouilles afin de neutraliser les inciviques, le colonel Kingombe exhorte par ailleurs la population à collaborer avec les forces de sécurité, car, dit-il, la sécurité est une affaire de tous. Kisangani, Godlive Mondo, Top Congo FM. Parlons économie à présent. Crise économique mondiale, le FMI et la Banque mondiale conjuguent des efforts pour soutenir les pays de la planète, surtout ceux qui sont fragiles, notamment la République démocratique du Congo, notre pays. Des échanges sont organisés à Washington dans le cadre de la réunion traditionnelle de printemps. Eric Ambago est dans la capitale des États-Unis d'Amérique. Avec le Covid-19, changement climatique et surtout la guerre en Ukraine, les pays en développement sont confrontés à une conjonction de défis inédits. La pandémie qui sévit depuis 2 ans a pour effet d'aggraver la pauvreté, les inégalités et fragiliser les ressorts de croissance et d'assombrir les perspectives d'un développement résilient et inclusif. Les conflits en cours à travers le monde et en particulier la guerre en Ukraine viennent exacerber ce climat incertain avec des répercussions qui se propageront dans le monde entier et frapperont les personnes les plus vulnérables, avec le risque d'infliger de nouveaux reculs au développement. Le FMI est préoccupé, il a déjà mis en route quelques pistes de solutions. Adrien Tobias est directeur du département des marchés monétaires et des capitaux du Fonds monétaire international. L'augmentation exagérée du coût des produits alimentaires est à l'origine de plusieurs tensions aujourd'hui. Le FMI fait de son mieux pour apporter un appui substantiel à ses membres, appui par tranche, à l'image de l'Égypte bénéficiaire d'un appui financier du FMI. Il y a aussi possibilité de renforcer les programmes traditionnels du Fonds monétaire. Nous sommes donc disposés à aider nos membres pour faire face à la crise. La délégation de la RDC à la réunion de printemps s'est entretenue avec l'administrateur de la RDC au FMI sur les performances du programme avec le Fonds monétaire, les mesures de soutien à la crise Ukraine et l'accès de la RDC au financement du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire. C'est dans ce cadre aussi que le ministre des Finances a échangé avec le vice-président de la Banque mondiale, Fez Ganem, sur la nécessité de l'appui budgétaire pour atténuer les effets de la crise Ukraine ainsi que l'accélération des réformes et des investissements pour soutenir les changements structurels. La délégation congolaise avec aussi le ministre d'État en charge du budget Aimé Boji s'emploie à mobiliser les ressources pour faire face à la crise ukrainienne et financer les investissements. Washington DC, Eric Ambago, Top Congo FM.
Et la République démocratique du Congo et l'Italie pourront organiser un forum d'affaires dans les jours à venir. L'ambassadeur italien à Kinshasa en a fait part au président du Sénat, Alberto Petragelli, et Modeste Bahati ont échangé sur les relations entre les deux pays, des relations qui sont au beau fixe avant de parler de la diplomatie parlementaire. Alberto Petragelli a annoncé l'organisation d'un forum des affaires à Kinshasa pour permettre aux entrepreneurs italiens et congolais de développer des liens d'affaires pour contribuer à l'avancement économique des deux pays. Suivez-le au micro de Gino Rema. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président du Sénat qui est très lié avec l'Italie. Donc ça a été une occasion pour un premier échange entre les possibilités de coopération entre l'Italie et la République démocratique du Congo, aussi à niveau des échanges intraparlementaires. C'est très important la diplomatie parlementaire pour nous et pour faire sentir la voix du peuple dans les forums internationaux. Les relations sont excellentes, aussi à la suite des rencontres que Son Excellence la Présidente, les ministres des Affaires étrangères et Son Excellence le Président du Sénat ont eu en Italie l'année passée, en occasion des rencontres multilatéraux qui ont été hospitées par l'Italie. On a parlé aussi de la possibilité d'avoir plus d'entreprises italiennes en RDC et donc de la possibilité d'organiser un forum des affaires entre les deux pays. Avant de rejoindre Kinshasa, Alberto Petragelli était en poste en Albanie. Il a été nommé en République démocratique du Congo à la suite du décès de son prédécesseur Luca Tanasio, assassiné en février 2021 à Rutshuru, à 15 km de la ville de Goma dans le Nord Kivu, alors qu'il s'y rendait pour visiter un programme scolaire. Bonne nouvelle pour les agents et fonctionnaires de l'État, le salaire de base de tous les fonctionnaires connaîtra une augmentation de 30% dès ce mois d'avril et en juillet, l'augmentation passera à 45%. L'impôt professionnel sur le revenu hyper rabattu de 15% à 3%. C'est parmi les engagements majeurs pris par le gouvernement dans l'avenant du protocole d'accord de Bibois portant augmentation des salaires de base de tous les agents et fonctionnaires de l'État pris en charge par l'État congolais, et cet accord a été signé entre le gouvernement et l'intersyndicale de l'administration publique. C'était mardi 19 avril dans la soirée. Selon le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui a présidé cette réunion, le gouvernement a la volonté d'améliorer les conditions socio-sociales des agents publics de l'État à travers notamment l'augmentation de leur salaire de base. Jean-Pierre Liaou est au micro de Osier Manzanza. Tous les engagements que le gouvernement avait pris seront tenus, seront respectés. Je vous fais remarquer que depuis janvier, les rabattements fiscaux de l'IPR de 15 à 3% a été rendu effectif et qu'aujourd'hui, ceux des agents qui disposent des primes peuvent témoigner que, effectivement, un coup de pouce a été donné à leur pouvoir d'achat. Et il faut noter cette volonté du gouvernement, qui n'est pas une volonté de façade, qui est une vraie volonté, non seulement de soutenir les agents publics, leur pouvoir d'achat, mais aussi, vraiment comme je l'ai dit, d'améliorer les conditions sociales des agents publics. C'est la volonté du président de la République, chef de l'État. Et le Premier ministre se démène à matérialiser cette volonté. Et nous sommes là pour essayer de la rendre concrète. À partir de ce mois, le mois d'avril, le gouvernement de la République augmente les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État, de l'ordre de 30% pour les deuxièmes trimestres et de l'ordre de plus ou moins 45% à partir du troisième trimestre. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, des propos recueillis par Osier Manzanza, et en réaction, le président de l'intersyndicale de l'administration publique Fidel Kiangui a salué l'esprit de dialogue qui caractérise l'actuel vice-premier ministre en charge de la fonction publique dans la résolution des conflits et recherche des solutions. Pour le président de l'INAP, la signature de cet avenant traduit la bonne volonté du gouvernement. Il est lui aussi au micro d'Osier Manzanza. L'hyper était à 15%, ils ont accepté qu'on va rabattre, on a rabattu à 3%. On a mécanisé les amis, comme on l'avait promis, 22 800
Et nous disons que seulement pour l'aspect augmentation salariale, ça se fera en 2 tranches. On a déjà appliqué une bonne partie déjà au mois d'avril et au mois de juillet, le gouvernement vient de nous donner toutes les garanties qu'il va compléter la petite partie qui reste. Enseignement primaire, secondaire et technique, $47, c'est la somme à payer pour participer à l'examen d'État édition 2022 dans la province du Sud Kivu. Ces frais sont contenus dans un arrêté signé mardi par le gouverneur de cette province, Teongwabi Jekasi. Ils sont répartis de manière suivante, $31 pour les examens hors session, $16 pour la session ordinaire. En ce qui concerne le test national de fin d'études primaires, les élèves de l'école primaire vont à leur tour payer $10 comme frais de participation. Il s'agit des élèves des écoles privées. Rappelons que l'année passée, les frais de participation à l'examen d'État étaient fixés à $25 par élève dans la province du Sud Kivu. Et dans la province du Haut-Ouélé, les frais de participation aux épreuves certificatives de la province de Haut-Ouélé sont désormais connus. 22 000 francs congolais, c'est le montant à payer par candidat au titre de droit de participation au test national de fin d'études primaires. 27 000 francs congolais pour les épreuves de test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle. Toutefois, l'on retient 47 000 francs congolais pour les candidats aux épreuves hors session de l'examen d'État et 42 000 francs congolais pour la session ordinaire de l'examen d'État édition 2022. C'est une disposition contenue dans un arrêté signé par l'autorité provinciale du Haut-Ouélé, Christophe Basséané Nanga. On va également parler de cette deuxième journée de la semaine des sciences et technologies à Kinshasa, 9e édition. Cette étape s'était focalisée sur le village des sciences. Plusieurs stands était érigé pour présenter les différents fruits issus de la science. Cette journée a connu la présence du ministre national de la Recherche scientifique et innovation technologique. L'initiative est de l'ASBL Investing in People dirigée par Raïssa Malou. Les technologies spatiales au service du développement durable en Afrique, c'est le thème choisi pour cet événement. Détail avec Béro Matanda. Cette rencontre des scientifiques vise à révéler la prochaine génération de scientifiques africains, femmes et hommes, qui soutiendront le développement de la RDC et de l'Afrique. Au cours de cette deuxième journée, José Mpanda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, a rappelé aux scientifiques le rôle à jouer aux côtés des politiques. Nous faisons partie des pays partenaires de gestion du nucléaire au monde. Notre réacteur est en panne. La volonté politique, les moyens sont déjà décidés par les gouvernements pour redémarrer les réacteurs. Mais, chercheurs congolais, vous devez faire votre part également dans ce que nous faisons. Nous, politiques, nous avons la volonté de pouvoir vous accompagner. Le village des sciences étant ouvert, les visiteurs ont découvert les fruits de l'intelligence. Tour à tour, Grace Kamere, élève à Don Bosco, Herméline Landou, ingénieur, et Ketiawani de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Ces pavés en plastique, nous avons fait nous-mêmes et c'est un projet écologique. Nous avons d'abord collecté les bouteilles plastiques dans la nature. Nous avons fait fondre à très haute température l'état liquide de ces bouteilles. Nous les avons mélangées avec un liant. Ça a donné une pâte consistante que nous avons placée dans des moules afin de sortir ce genre de forme. Après refroidissement, ça nous a donné nos pavés en plastique. J'ai mis en place les systèmes de l'extraction et de production de l'énergie électrique à base d'urine. Nous utilisons l'urine comme source de l'énergie électrique. Nous sensibilisons la jeune fille à trouver l'excellence en elle. L'excellence, c'est partout. Les STEM ne sont pas vraiment des filières féminines. Alors aujourd'hui, nous venons dire aux jeunes femmes et aux jeunes filles à penser à ces filières-là car c'est possible avec l'excellence. Cet événement est parrainé par Youssouf Moulumbu. Béro Matanda, et bonne nouvelle pour les étudiants de Mweneditu dans la province de la Lomami. Ils auront aussi un bus Transacadéma pour leur transport. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui le leur a dit mardi à Mweneditu. Malgré cette joie, les étudiants ont également saisi l'occasion pour présenter leurs différents problèmes au ministre Moïndo Nzangi qui est dans la région. Ali Boukassa-Kabambi, correspondance. Des infrastructures aux différents frais, les étudiants de Mweneditu ont présenté au ministre Moïndo Nzangi l'essentiel de leurs difficultés.
Alain Bignila, porte-parole. L'étudiant de la ville de Mweneditu en général, contrairement à celui d'ailleurs, apprend dans des conditions difficiles. C'est depuis l'avènement de l'enseignement supérieur et universitaire dans la ville de Mweneditu, nous ne sommes bénéficiaires d'aucun projet initié par le gouvernement congolais. Dans une ambiance qu'on reconnaît aux étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangui, a pu quand même répondre. Je suis très satisfait de voir que l'université de Mweneditu est en train d'être modernisée. Je voudrais vous dire que le chef de l'État m'a demandé de passer par ici pour évaluer un peu les besoins et pour voir qu'est-ce que nous, en tant que gouvernement, nous pouvons faire pour l'université de Mweneditu. J'ai bien noté ce que les étudiants m'ont dit, j'ai bien noté ce que les enseignants m'ont dit. Je vais donner les rapports à qui de droit et je suis très sûr que le président de la République, Fatou Beto, qui est très attaché à cette ville de Mweneditu, va devoir me donner des directives à suivre que je vous communiquerai. Depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, c'est la première fois qu'un ministre national arrive à Mweneditu et au territoire de Luilu. De Mweneditu, province de Lomami, Ali Boukassa Kabambi, Top Congo FM. Autre chose dans l'actualité, on parle de la fourniture et livraison des tests Covid rapides ainsi que la formation des enseignants sur la lutte contre le Covid, dépistage et collecte des données à partir d'une plateforme de santé électronique en milieu scolaire en RDC. La société Excité SRL rejette toutes les allégations portées contre elle dans une mise au point. Son gérant estime que le dossier, contrairement à ce qui avait été dit, était complet et leur offre a été parmi les mieux offrants en termes de qualité-prix. Jimmy Wassalusu souligne également que Excité SRL est une société à 100% congolais. Il menace même de saisir la justice contre ces entreprises qui, selon elle, qui ternissent l'image de la société. Jimmy Wassalusu, gérant de la société Exit SRL, est ici au micro de Barik Bouema. Excité SARL est une entreprise congolaise avec capitaux 100% congolais. Notre dossier a été soumis à l'heure indiquée. Nous ne comprenons pas l'acharnement de ces entreprises qui disent le contraire. Si ce qu'ils disent serait vrai, mais pourquoi se sont-ils tus lors de l'ouverture des plis de cet appel d'offres qui s'est tenu 30 minutes après le dépôt des offres? Notre dossier était complet et notre offre a été parmi les mieux offrants en termes de qualité-prix. Nous insistons sur le PV de dépouillement qui est censé être accessible à tous. La liste des candidats et leurs prix proposés sont clairs. La loi de passation des marchés publics donne priorité au moins 10 ans par rapport au prix proposé. Il y a plusieurs services qui interviennent et que la confirmation de l'attribution du marché dépend de plusieurs rapports de ces services qui sont la sous-commission, la grande commission, la DGCMP, l'ARMP qui est une organe de la primature. Nous demandons comment ont-ils tenu les informations et documents des commissions en charge des dossiers. Étant donné que ces services sont liés à la confidentialité et jouissent d'une indépendance dans leurs analyses et rapports. En réalité, les voies de recours sont autorisées et connues et non aux médias. À notre niveau, nous n'avons reçu jusque-là qu'une notification provisoire, sachant très bien qu'à ce niveau, la DGCMP aurait déjà donné son anneau sur ce dossier. Il est de constater qu'ils veulent induire le chef de l'État dans une histoire boutiquée de toutes pièces et salir l'image des autorités étatiques. Nous croyons que la justice devrait se saisir de tels opérateurs économiques qui ne respectent pas les lois et règlements en matière de marché public. Nous nous réservons le droit de saisir la justice contre ces entreprises qui ont terni l'image de notre société. Pour rappel, dans un élément diffusé sur Top Congo FM, les entreprises qui ont concouru pour ce marché ont dénoncé du favoritisme au sein de la cellule de gestion de passation des marchés publics logée au ministère de la Santé. Elles ont dénoncé le fait que le dossier de Excité SRL, une société des Indo-Pakistanais, selon elles, qui était déposé hors délai, mais a réussi à gagner ce marché. Elles ont également relevé que l'un des membres de la sous-commission d'analyse rattachée a relevé plusieurs irrégularités dans ce dossier. Renforcement des capacités du système de santé, le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, PNLTA en sigle, a clôturé mardi à Kinshasa son projet intitulé « Appui programmatique pour la mise en œuvre d'activités dans le programme de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en République démocratique du Congo. Ce projet de 2 ans et appuyé par la Banque mondiale s'est réalisé
dans 14 zones de santé réparties en 6 provinces. Suivez le mot du directeur national adjoint du PNLTA, Vianney Selimani, au micro de Genovic Mboa. Nous avons réalisé toutes les activités qui étaient prévues dans notre cahier des charges. D'une manière succincte, nous avons procédé à des formations de plusieurs personnels de la santé sur les diagnostics et les traitements de la maladie du sommeil. Nous avons procédé à des formations des cadres provinciaux, des cadres des zones de santé, ainsi que ceux des différentes aires de santé. Dans un temps record, nous avons réhabilité 30 formations sanitaires en les dotant des matériels des laboratoires. Cette première expérience nous a permis de conclure qu'il est possible, avec la volonté, de ramener les soins auprès de la population abandonnée suite à l'inaccessibilité géographique. Vers la validation des outils de soins complets d'avortement centrés sur les femmes en République démocratique du Congo. Après plusieurs phases d'adoption et de rélecture, cet élément d'outil a été soumis en dernier ressort à la commission de coordination technique du ministère de la Santé grâce à l'accompagnement de IPAS, une organisation américaine des droits humains et experts du secteur de la santé sexuelle reproductive. Ce document atteint la phase finale de sa constitution. Il va permettre l'application du protocole de Maputo et faciliter l'accès aux soins complets d'avortement sécurisés aux femmes. Dieu merci, Loussa Koumounou reviendra avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce thème va faire l'objet de la 2e édition d'une conférence qui se tiendra à Kinshasa du 22 au 24 avril. Selon son initiateur, l'objectif est d'enseigner aux participants sur ce qui caractérise la corruption et la perversion de sa génération. Révérend Paul Mukendi est responsable du centre évangélique Parole de Vie. Il est au téléphone de Véro Matanda. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un sujet vraiment vaste qui concerne notre époque, notre temps, et surtout ce que traverse l'Église de notre génération. Voilà pourquoi nous avons la 2e édition. Il y en aura encore d'autres. Nous allons parler sur ce qui caractérise la perversion de notre génération, la corruption de notre génération, parce que chaque génération a sa propre corruption ou sa propre perversion. Alors c'est de ça qu'il s'agit, et les enfants de Dieu ne doivent pas se conformer à la corruption ou à la perversion de sa génération. Ce sont des messages d'abord qui ont beaucoup disparu. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la prospérité, on parle du bien-être, on parle de la stabilité, de la délivrance, mais on a oublié de connecter l'homme aux valeurs qui sont bibliques, les valeurs qui le rapprochent de Dieu et qui lui dit que Jésus-Christ revient bientôt et que tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ sont déjà des candidats potentiels pour aller à sa rencontre, ce qu'on appelle l'enlèvement. Le message central, c'est tout simplement dire aux gens que se conformer au siècle présent nous dépouille, nous prive la puissance, nous prive des capacités et de la force de servir notre Dieu et d'aller à sa rencontre. Et voilà pourquoi on est en train de tourner autour de ça. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à la grande équipe rédactionnelle à Kinshasa et en province. Merci à Trésor Kiombo, Cécile Ngomba, Barik Bouema qui nous ont aidés dans la préparation de ce journal. Un journal supervisé par Roger Kalala. Merci à l'équipe vidéo Théophile Usakweno, Dani Zayobi, Patrick Mungongo et Didi Bissika qui vous permettent de nous suivre sur YouTube et Facebook. Merci de rester branchés au programme de Top Congo FM. Bonne suite de programme sur nos antennes. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé